Vous êtes aussi Krakoti Web. Bonsoir à tous. Bienvenue à votre émission Au cœur du CIAO. Au cœur du CIAO qui reçoit ce soir les membres des pays invités d'honneur. Je reçois justement au plateau Alk Ouseni Agachekou. Il est le président directeur général de Nomade Artisanat et Culture. Il est aussi ambassadeur de la culture. Il nous fait le plaisir d'être avec nous en plateau ce soir. Bonsoir, Cheikh. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, nous recevons également notre second invité qui lui vient du Mali, Mahamadou Aledmidi Traoré. Il est designer, secrétaire administratif, président de la commission promotion commerciale, assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Il nous fait également le plaisir d'être en plateau avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur Traoré. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est un plaisir pour Krakoti Web de vous recevoir ce soir justement pour parler de votre présence, mais aussi le choix des pays invités d'honneur, à savoir le Niger et le Mali. Alors, comme vous l'avez constaté sur le plateau est bien garni avec du thé qui vient directement du Niger. Vous allez certainement le constater, c'est un thé qui est à savourer avec beaucoup de plaisir. Avec mes deux invités en plateau, nous parlons naturellement de l'artisanat et l'identité culturelle qui renforce les liens économiques et culturels pour un Sahel résilient. Je me tourne à droite de mon invité, Cheikhou. Alors, comme je le disais, vous êtes de la délégation nigérienne et ce soir, on est avec vous justement pour parler à ce titre-là en tant que pays invité d'honneur. Alors, quels sont les principaux, on va dire, objectifs que le Niger vise justement dans cette édition du CIAO en termes de promotion de l'artisanat, mais aussi des échanges commerciaux? Merci, mon frère, merci beaucoup. Je commencerai déjà de parler avec la permission du doyen, parce que dans nos traditions africaines, dans nos traditions ancestrales de sagesse, c'est les sages, c'est le vieux, c'est les aînés qui parlent d'abord. Avec la permission de mon aîné, je commence à parler. Sans faute, vous avez la route. Merci. Là, je me sens libre, je me sens à l'aise de commencer déjà par ce verre d'été que je vais déjà vous expliquer. L'été dans nos communautés ancestrales sahéliennes, Touareg, c'est un message. Nous avons décidé, le Niger, cette année, de donner ou de servir 20 000 verres d'été. Nous sommes déjà à 6 000 et quelques. Le ministre d'État a pris les 4 001. La ministre du Niger a 4 002. Le ministre du Mali a pris 4 003. Chaque verre d'été sur les 20 000 que nous avons décidé d'offrir est un message à toute cette nation, à tout cet espace de l'AES, qu'il y a des valeurs que nous allons adopter, qui sont la solidarité, l'unité, la fraternité et surtout toutes ces valeurs humaines qui sont les nôtres, celles du Grand Mali, celles du pays des hommes intègres et celles du Sahel, le Niger. Je vais déjà donner ça au Coro. Merci. Au doyen, avant que, voilà, merci beaucoup. En savourant ces verres d'été, nous savourons la paix, nous savourons la sagesse, nous savourons cette unité, nous savourons l'AES, nous savourons toutes ces valeurs ancestrales qui sont les nôtres. D'accord. Merci. Merci. C'est un thé qui est... On sent que ce thé vient du... C'est un message, ça vient du Niger, ça vient du Niger chaud, mais pas la chaleur du soleil, mais la chaleur de cœur, la chaleur humaine. D'accord. Alors, merci beaucoup pour ce thé que vous nous avez donné sur ce plateau. Ça nous permet en même temps de mieux nous booster pour cette émission. Alors, Monsieur Traoré, les hostilités sont déjà lancées. Alors, le thé qui nous a été généreusement offert pour la suite de cette émission, le Mali justement venant prendre part à cette 17e édition du Salon international de l'artisanat vise certainement des objectifs dans cette édition-là. Quels sont les objectifs que le Mali vise au cours de cette 17e édition, le Mali en tant que l'un des pays invités? Ok, merci bien. Tout d'abord, je remercie le petit frère pour nous caser dans les traditions africaines et que je reçois vraiment avec respect, je lui retourne le respect. Donc, comme il l'a dit, merci pour la leçon sur le thé, qui est un lien comment on l'appelle, de plusieurs siècles, que les pays du Sahel se partagent à travers autour du thé, c'est la causerie, c'est la concorde,
les relations humaines, c'est les discussions, c'est aussi souvent ce qui fâche. Voilà, tout c'est sur le thé. C'est après, tout juste après le matin, après la viande qu'il a amenée, mon père prenait le thé tout juste après la mosquée, à 5 h du matin, il prend sa viande sèche, il prend son thé. Donc merci pour la leçon, merci pour ce lien sahélien. Donc moi je suis le président de la promotion commerciale de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Nous sommes venus ici en tant qu'invité spécial comme pour le Niger. Nous sommes là avec une délégation forte de 100 artisans. 100 artisans exposants. D'accord. Et plus de quelques 30 encadreurs, administrateurs et élus. Et ce qu'on veut de ce salon, d'abord, nous remercions le gouvernement burkinabé pour ce choix de clairvoyance qu'ils ont fait, inviter le Niger et le Mali pour déjà asseoir les bases du secteur artisanat complémentaire, l'artisanat itinérant, l'artisan du Burkina, l'artisan du Niger, l'artisan du Mali. Si vous parlez un peu dans l'histoire, c'est la même famille qui se sont établis chez eux et que par hasard, celui qui croit donner des leçons a partagé, a mis des murs. Si vous voyez ce qu'ils portent, l'Iforas de Kidal le porte, le Touareg de Meneka le porte. Donc pour vous dire que c'est très important de commencer par quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? Nous dire, Mali, Niger, Burkina, commençons quelque chose. Approchons, partageons dans ce qu'on a de mieux. Personne, de par ce monde, ne s'est développé en consommant ce qu'il ne produit pas. Pas le Burkina, pas le Niger, pas le Mali. Nous n'avons rien en Afrique que notre artisanat. Tout socle de développement, tout développement qui ne se base pas sur l'artisanat va échouer. Ce qu'on a de vrai, c'est notre savoir-faire, c'est notre savoir exister, c'est notre capacité de moduler et de façonner. Cette capacité de moduler et de façonner, que je vous rappelle, le blanc, le français, quand il est venu, il a voulu tout détruire. Et il a tout détruit. Mais il n'a jamais ignoré la capacité de l'homme de Tombouctou, de Guinée, de Walata, leur excellence de moduler et de façonner. Il a tout détruit, mais il n'a pas pu détruire. D'accord. Alors, Cheikh, la question qu'on se pose à la suite des arguments de M. Traoré, ce sont les raisons qui poussent aujourd'hui les Africains à aller consommer ce qui n'est pas local. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, les Africains n'arrivent pas à valoriser exactement ce qu'ils ont sur le plan local, ou bien c'est parce que ce qui est sur le plan local ne leur convient pas? Je commencerai déjà, merci beaucoup mon frère, je commencerai déjà par expliquer, par aller dans la même logique du doyen. L'artisanat étant une fonction divine. Dieu, le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, c'est le premier artisan, il crée les cieux, il crée la terre. Nous sommes, nous les artisans, dans cette fonction parce que nous avons, c'est notre manière spirituelle de remercier Dieu pour nous avoir donné cette matière grise qui nous a permis de façonner, de moduler, de transformer, de créer, de concevoir ingénieusement tout ce que nous faisons aujourd'hui. La consommation dont vous parlez, effectivement, l'Africain ou l'homme du terroir n'a pas valorisé, tout simplement. Mais ce qui est dommage, c'est que les autres aujourd'hui valorisent cet artisanat. Moi, je vends mieux mes produits artisanaux ailleurs. Moi, je gagne plus d'argent mes produits artisanaux ailleurs. Parce qu'ailleurs, peut-être, il y a un dysfonctionnement quelque part. Parce qu'ailleurs, peut-être, ils ont la notion, ce n'est pas la chose qu'ils voient. Mais tout ce qui est derrière la chose, comment ça a été créé, comment ça a été conçu, comment ça a été sorti de cette matière grise. Nous, aujourd'hui, très heureusement, fort heureusement, depuis un certain moment, constatons bien et soyons honnêtes avec nous-mêmes, l'Africain, pratiquement la partie de cette partie de l'AES où il y a une sève, où il y a une fibre de patriotisme, d'authenticité, d'originalité, de dignité qui est en train de se sentir dans toute la population du Sahel aujourd'hui. Cette fibre-là nous a obligés, cette révolution nous a obligés aujourd'hui de prendre en compte. Quand vous partez par exemple chez moi au Niger, à la présidence, à l'entrée de la présidence, vous allez voir des œuvres artisanales, artistiques qui ont remplacé des œuvres
mondaine qui nous vient d'ailleurs. Vous allez trouver des pupitres, tout simplement des pupitres, qui n'ont rien à envier aux pupitres que nous amenons de la Chine, de l'Inde, du Pakistan ou de partout ailleurs, qui sont façonnés, modulés, faits, créés par les artisans, par les mains en or de l'artisan du Niger. Al-Husseini Cheikh, avec toute modestie, je suis une 15e génération de ce qu'on appelle les Inadan, l'espace nomade sahélien, l'espace Touareg. Nous avons une composante sociale qu'on appelle les Inadan, qui sont les créateurs, les concepteurs, les ingénieurs, qui sont les maîtres de la parole, qui sont les maîtres de la politique, de la diplomatie, de la médiation, de l'intermédiation. Si quelque chose nous échappe aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous avons refusé à un moment donné d'accepter et de savoir ce que nous sommes. Si aujourd'hui nous revenons à nos traditions ancestrales, à notre bien-être que nous connaissons par nos aïeux, à tous ces legs de nos aïeux, nous ne serons pas là où nous sommes. Nous allons consommer ce que nous faisons et avec responsabilité, je l'ai dit et je le répète, nous concevons mieux que les autres. Je suis très halluciné quand je vois des médailles. Il y a beaucoup de médailles qu'on nous amène d'ailleurs, alors que chez moi, on peut les faire ça. L'artisan burkinabé, les bronziers burkinabés, j'ai vu ses œuvres. Il est au-delà de l'entendement, au-dessus de ce que vous pouvez imaginer comme créativité. Ce qu'ils font, même la machine ne peut faire ça. Justement, c'est pourquoi on va dire le CIO est une vitrine pour ces échanges culturels-là. Et en invitant le Mali et puis le Niger comme pays invité d'honneur, certainement c'est pour répondre à toutes ces préoccupations que vous êtes là justement pour parler de cette question. En même temps, on se pose la question de la particularité qu'offre le Niger à cette 17e édition du Salon international de Ouagadougou. Qu'est-ce que le Niger a apporté de façon concrète pour répondre justement à ce dont vous faites cas? Le Niger déjà apporte quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir, mais vraiment je suis touché. Quand vous rentrez dans le pavillon AES, vous êtes perdu dans une culture similaire, qui se ressemble, qui est unique, Mais attendez, comment a-t-on pu nous partager de cette manière? Même les fournisseurs, aujourd'hui, moi, de cette génération, je suis étonné que ça soit. Quand vous rentrez dans le pavillon AES, vous ne saurez pas si vous êtes au Mali, si vous êtes au Niger, si vous êtes au Burkina Faso. Vous êtes dans un même socle, vous êtes dans un même béton, vous êtes dans une seule vie unique, similaire, qui se ressemble esthétiquement et dans l'éthique et dans la réflexion. En revenant à votre question, ce que le Niger a apporté, c'est un peu philosophique. Okay. On a vu, quand nous visitons, on voit des œuvres très belles, des œuvres très touchantes, des œuvres qui parlent. Chaque œuvre signifie quelque chose. Le tableau de Tombouctou que vous avez présenté, mon ancien, le tableau, c'est une encyclopédie, c'est une histoire, c'est une fierté. Le tableau de la porte de Tombouctou. Tombouctou, c'est quoi Tombouctou? Tombouctou, c'est en 900 et quelques. Au Xe siècle, était une université avec 26 000 étudiants. La Sorbonne, en 1257, était un collège. En 900, Tombouctou était déjà une université. L'infusion, la diffusion de la science, de la connaissance, de l'histoire, de la diplomatie, de la politique et de tout ce que vous pouvez imaginer. Le Niger apporte quoi cette année? Le Niger apporte tout simplement un truc inimaginable. C'est pour toucher quelque chose. Le Niger vient avec un concept qui est celui de la créativité, qui est celui de la création, qui est celui d'aller vers la jeunesse pour que la jeunesse sache que l'artisanat est quelque chose. Que l'artisanat, c'est le thème de cette 17e édition. Mais au-delà, le Niger vient avec ses 20 000 vers d'été pour que ça soit un message. Au-delà de ça, le Niger vient avec autre chose qui va vous étonner. Le Niger a dit devant tout le monde que l'artisanat est beau, que le tableau du Mali est beau, le masque de Burkina Faso est extraordinaire, la figure nigérienne d'identité, ce que le Niger a présenté est beau. Mais le Niger dit, le plus beau, c'est ce travail fabuleux qui est fait et abattu par les autres, par ceux-là qui sont dans le soleil, qui sont dans le désert, qui sont partout, qui sont en train de nous sécuriser, qui grâce à eux, je suis là, dans cet endroit frais, climatisé, grâce à leur travail de sécurisation de notre patrimoine.
Et je pense que vous faites allusion justement aux forces de défense et de sécurité qui sont mobilisées durant cette 17e édition du CIAO afin de rassurer et d'assurer la sécurité des visiteurs mais aussi des participants venus de pratiquement plusieurs pays africains. Justement, la question qu'on se pose aussi, M. Traoré, c'est face au défi commun, le défi de ces trois pays-là, à savoir le Burkina, le Mali, mais aussi le Niger. Comment les artisans du Mali, on va dire, pourraient parvenir à maintenir et à développer leur activité et puis une synergie d'action pour que, à la sortie de cette 17e édition, on sent un renforcement des liens entre ces trois nations-là. Je ne parlerai pas Mali, comme je prenais la fin de votre phrase, vous avez dit synergie. Je parlerai AES. AES. Je parlerai AES pourquoi le petit frère a déjà parlé, commenté, mais moi je reviendrai sur la tombée des murs. Il y avait des murs entre le Burkina et le Niger, des murs entre des barrières. Des barrières qu'on a qui des barrières fausses, de fausses barrières qui ne devaient pas exister. Mais l'AES casse ces barrières. En cassant ces barrières, crée une certaine synergie, un certain mélange, du donner, du recevoir. Comme il l'a dit, c'est tout ce qu'il a parlé de Tombouctou, de l'artisanat tamashek. Je veux dire, l'artisanat, ce regard qui fait qu'on n'a pas consommé hier, c'est un début. Okay. Je parlerai, aujourd'hui je suis au CIAO, demain je serai au SAFEM au Niger, après-demain je serai au Siama. Voilà ce qu'il faut pour mettre les artisans en action. On nous a fait mirer, le salon de Paris, le salon d'Allemagne, c'est des mirages. C'est des choses où je veux donner. Le peu que je gagne, ce qu'ils gagnent, ils gagnent mieux que nous. Je nourris leur musée, je nourris leur galerie, je nourris leur salon. Ils me donnent que des petites choses qui n'ont pas de valeur que je veux consommer en émo. Mais regarde l'histoire, allez voir dans leur galerie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont? C'est le Sahel. Tout ce qu'ils ont, c'est le Sahel. Mais on est dans un monde où on dépend les uns des autres. Est-ce que les trois pays peuvent vivre sans aussi tenir compte de toutes ces réalités où quand on sait qu'on est dans la mondialisation, on a besoin des autres? Je ne suis pas mondialiste, mais je ne suis pas égocentrique. Mais pour que je m'ouvre à l'autre, il faut que je me connaisse. Okay. Pour savoir où tu vas, il faut savoir où tu as quitté. C'est un noyau. C'est pas nous sommes ouverts. Jamais les trois pays du Sahel n'ont jamais fermé la porte et n'ont jamais dit qu'ils ne veulent pas coopérer. Mais ils disent qu'ils coopèrent avec celui qui me respecte, à celui qui est gagnant-gagnant. Celui qui ne me donne pas de leçons. Je ne suis pas à 60 ans d'indépendance, je suis censé savoir ce que je veux. Même un enfant de 20 ans sait qu'il veut. Qu'on ne m'impose plus une pensée, la pensée unique, qu'on me dicte. Non, qu'on me laisse dire ce que je pense, recevoir l'autre, et c'est comme ça. La mondialisation, il faut éviter. La mondialisation, c'est dicté. Je n'ai pas participé à la mondialisation. L'Afrique n'a pas participé. On a dit à l'Afrique d'aller à la mondialisation pour encore tuer l'Afrique. Par contre, si je m'ouvre à partir de ce que j'ai au monde, je donne au monde, le monde reçoit de moi. Mais je ne veux plus être ce que je ne suis pas, faire ce que je ne suis pas et accepter, digérer ce que je ne suis pas. C'est pour ça que ça ne marche pas. Si tu consommes du fer, ça ne se digère pas. Pendant ces 60 ans, on consomme du fer. C'est pour ça que nos produits, notre artisanat n'arrive pas à décoller. Mais il faut, pour que aussi notre artisanat puisse décoller, il faut déjà une collaboration entre ces trois pays-là. Quelle collaboration pensez-vous peut être mieux pour le Burkina, le Mali, mais aussi le Niger, dans cette dynamique de l'AES? Très bien, je vous ai déjà parlé du SAFEM, du CIAO aujourd'hui, du SAFEM demain. Ça, c'est déjà un bon départ. Si demain je suis au SAFEM, je veux connaître plus de monde. Plus de monde va me connaître dans le secteur de l'artisanat. Je veux joser ma capacité de modulation à travers ce que le Nigérien fait. Le Burkinabé va savoir ce que le Malien fait. Moi, en venant ici, j'amène quelque chose. Mais j'amène que je reçois quelque chose, je donne quelque chose à partir de ce que mes artisans. Mais je gagne beaucoup du Burkinabé. Je gagne beaucoup du Niger. Allez-y voir le stand du Niger. C'est une poésie. Allez-y voir le stand du Mali, c'est un livre. Allez-y voir le stand du Burkina, c'est une encyclopédie. Nous donnons au monde ce que nous sommes, la vérité. L'artisanat, c'est comme je prends une maison. L'artisanat, c'est le soubassement. La fondation. La fondation. Ce que tu gagnes, tout ce que vous appelez télé, communication, diplomatie, c'est les murs. Les lois nous couvrent.
S'il n'y a pas la fondation, tout va écrouler. Et tout a écroulé puisque cette fondation n'a pas été maintenue. Ah, d'accord. Pour que cette fondation aussi soit maintenue durant de longues années, pour que la progéniture et les générations futures puissent se bénéficier, pourquoi aussi ne pas penser à un salon international à l'instar du CIAO et autres dans les autres pays, pour qu'on puisse faire au moins un seul salon qui va réunir tous les 3 pays en même temps, que chaque pays puisse avoir un salon à lui où les autres pays aussi sont invités. Pourquoi ne pas penser à cette possibilité-là, M. Chekou? On est déjà sur cette réflexion. Moi, hier, j'ai discuté avec une dame transformatrice. Je reviens déjà sur les femmes et leur productivité dans nos pays du Sahel. Une ingénieuse idée de faire un salon gastronomique AES où le dessert sera pris en charge par le Niger, l'entrée, comment on appelle ça, l'entrée par le Niger, la résistance par le Mali ou le Burkina et le dessert par un des 3 pays. Imaginez, regardez la grandeur de cette idée. On mange l'entrée, le Niger qui s'occupe de ça, mais le Niger doit utiliser des produits qui se trouvent au Burkina, au Mali et au Niger. Parce que nous avons... Pour qu'on sente l'unité, on sente la cohésion. La résistance qui sera prise en charge par le Burkina Faso doit utiliser des produits qui se trouvent au Mali et au Niger. La finition qui est le dessert doit être faite par des produits qui sont une transformation nigérienne, malienne et burkinabé. C'est une idée géniale. Maintenant, en revenant un peu à ce mirail-là, au cassure de ce mirail, il faut qu'on soit honnête dans ce que nous faisons. Moi, aujourd'hui, je suis en train de préparer un départ sur la Mauritanie, où je vais passer par le Burkina et le Mali. Mais j'avoue que les tracasseries, que mes objets, que mes tapis, que mes produits faits au Niger vont avoir sur cette voie-là, elles sont innombrables. Est-ce que ce n'est pas ce qui fait justement, ou du moins ce qui donne raison justement à ceux qui pensent que la coalition entre ces 3 pays-là est possible, mais extrêmement difficile? Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, par exemple, quand tu quittes le Mali, tu vas aller au salon, quand tu quittes le Burkina, en passant par le Mali pour aller au Niger, pour amener tes produits, certainement tu auras des tracasseries sur les frontières. Au Mali, ils vont t'emmerder. Alors, au Burkina, ça commence même par le Burkina. Ils vont commencer à t'emmerder. Tu as des produits artisanaux, alors que c'est ce produit qui sont les plus grands ambassadeurs de nos pays chez les autres, ce sont effectivement ces produits. Mais Chekou, il y a aussi la réalité sécuritaire aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas ce qui pourrait expliquer ce blocus que vous expliquez là? En même temps qu'on veut être ensemble, mais il faut tenir compte que ce n'est pas tout le monde qui est pour nous. Non, mais sécurité. Regardez ce que j'apporte. Regardez d'abord ce que j'aime. Je ne vous dis pas là, la sécurité elle est au-dessus de tout. La sécurité, c'est quoi? C'est de fouiller, c'est de regarder, c'est de voir tout. Il n'y a pas de problème, on voit. Mais pourquoi, quand on va descendre, on peut arrêter un bus, le bus peut continuer parce qu'il y a un artisan qui a ses fourchettes, ces trucs qu'il a créé personnellement. Là, vraiment, il faut. Je suis très content de savoir qu'au Mali, il y a quelques jours, les frontières commerciales ont été cassées. Avec les chambres de commerce du Mali, du Niger et du Burkina Faso. À partir de la semaine passée, le Sahel économiquement et les 3 pays du Sahel économiquement n'ont plus de frontières. Un pays. Et on attend la semaine, on va voir ce que ça va donner. On espère bien que ça va aller. D'accord, on espère bien que vos cris de cœur seront entendus par les 3, on va dire les 3 présidents, à savoir Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, mais aussi Abdraman Tiani. On estime que nous sommes liés par l'histoire, mais aussi la géographie qui fait qu'on est obligé de vivre ensemble. Alors, Monsieur Traoré, l'autre question aussi à votre niveau, c'est notamment les initiatives qui ont été mises en place pour faciliter, comme on disait, Chekou, l'exploitation des produits artisanaux. Comment est-ce que ça s'est passé lorsque vous venez au Burkina? Bon, comme Petit Frère l'a dit, souvent, vous savez, les douaniers, les policiers, les sécurités à la frontière, ça dépend de l'humeur du policier que vous trouvez ou de l'agent que vous trouvez, de sa compréhension de l'artisanat. Honnêtement, moi, je veux le dire, souvent, j'ai beaucoup voyagé. Comme il le dit, j'ai souvent eu des tracasseries de compréhension, de traversée. Parce que les produits artisanaux sont exempts d'impôts. Je peux payer des taxes, mais les taxes, c'est très léger. C'est très léger? C'est très léger. Nous sommes exempts d'impôts. Si on a le certificat d'origine, normalement, le produit artisanal dans l'espace immobilier ne doit pas avoir de problème. Mais je vous dis, ça dépend de l'humeur.
Et cette fois-ci, invité spécial, je le dis de Bamako jusqu'à Ouaga, je n'ai payé 1 franc et mon équipe n'a payé 1 franc. Avec tout le respect, vraiment, on a quitté au Mali, on est au Mali. On n'a pas senti le changement. C'est un début. C'est un début. C'est exactement pour nous au Niger. Voilà, c'est un début. C'est exactement Dieu que ça s'améliore et que ça se renforce. Comme ça, tout ce qui va. On vous dit souvent, les Français nous trompent, les Européens nous trompent. Si le bâtiment va, tout va. Qui est le bâtiment? Qui est le maçon? Qui est le menuisier? Qui est le plombier? Qui est l'électricien? Si l'artisanat, ils ne veulent pas vous dire si l'artisanat va, tout va. On dit si le bâtiment va, tout va. Mais qui est le bâtiment? Tous les intervenants du bâtiment sont des artisans. Et à partir de ce savoir-faire légendaire, qu'il a lui dit qu'il est 15e génération, cela veut dire que nous, on exerce l'artisanat depuis des millénaires. Ce n'est pas aujourd'hui. Et ils veulent prendre de nous la quintessence de ce qu'ils font. Ils nous laissent des coquilles. Mais la question en même temps, qu'est-ce que nous avons fait pour maintenir ce que nous avions depuis des années? Ça aussi, c'est une grande préoccupation. Je rebondis. Je dis c'est un début. D'accord. On était dans des républiques où on nous dictait. On nous dictait les choses. D'accord. L'artisanat était même souvent oublié. Il le vit au Niger, le Burkinabé le vit. On était, même les programmes d'État prennent une petite partie de l'artisanat. Aujourd'hui, on veut que le politique sache que ce qu'il a, c'est l'artisanat. Qui est une vitrine. Qui est une vitrine d'impression, de compréhension, de continuité. Je vous dis aussi, je parle tout de suite, je vais dire je suis descendant de Soundiata Keita, de Samori Keita, de Samori Touré, de Sfiroun Aguilissa. Le Sfiroun, qui l'a fait? Soundiata, qui l'a fait? C'est nous. Samori, qui l'a fait? C'est nous. C'était des périodes de fer. Qui a fait ces fers? Le forgeron. C'est le forgeron. C'est nous. Qui a habillé Soundiata? C'est nous. Qui a le cheval de Firoun? Qui l'a habillé? C'est le forgeron. C'est ça qu'on doit savoir. On nous a volé notre histoire. L'intellectuel a volé notre histoire. L'historien a volé, le culte a volé. Quand le grand marabout... L'histoire n'a pas été bien racontée. Très bien. On veut ça. Quand je parle à un homme politique, il va dire qu'il est descendant de Soundiata. Le marabout va dire qu'il est descendant de ça. Mais tout ça, là, qui les ont fait? Moi aussi, je veux savoir. Ce monsieur qui a traité il y a plus de 2000 ans, avant Jésus-Christ, ce monsieur qui a fait du feu, qui a fait le feu avant Jésus, ce monsieur qui a fait la première roue, où est-il? Qui est-il? Il n'est pas dans l'histoire. D'accord. Alors, chers, l'autre question, c'est notamment, je le disais à l'entame de cette émission, c'est le thème de cette 17e édition qui s'est plus penché vers l'entrepreneuriat qui concerne la jeunesse aujourd'hui. Vous, en tant que doyen qui est dans le domaine depuis plusieurs années, quel rôle justement la jeunesse devrait jouer dans l'entrepreneuriat artisanal et dans leur autonomisation? Bien évidemment, je vais répondre à la question, mais je serai très à l'aise d'apporter un additif à ce que mon doyen a dit par rapport à l'artisan. En fait, c'est la personne, l'artisan, c'est la personne la plus basse et en même temps la plus haute de l'échelle sahélienne. Un artisan chez nous, les Touaregs, chez les Firoun Agamato, qui sont, moi, j'estime être des Firoun Agamato, parce que ce sont les Ioulimden, nous sommes les Inadan, les forgerons des Ioulimden. Peut-être les Ioulimden, c'est autre chose, parce que jusqu'à preuve de contraire, ils ont de la place pour les forgerons, pour l'artisan. Donc en revenant à la jeunesse, à ce thème fabuleux qui est la jeunesse, parce que moi j'estime que la jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est demain. La jeunesse, c'est la certitude, la vision de ce que nous allons vivre demain. La jeunesse, comme on dit, à la jeunesse, le dynamisme et à la vieillesse, la ruse. Notre responsabilité, c'est d'informer et d'informer la jeunesse de la responsabilité qui les attend. De savoir que demain, c'est eux. De savoir que ce monde, l'avenir de ce monde, c'est eux. Et de savoir que la créativité, la création et l'utilisation de ce qu'ils ont de commun, qui est le cerveau, qui est un octroi, un don de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala,
il doit être mis en exergue, il doit être mis en fonction. Ils doivent savoir, la jeunesse, qu'aujourd'hui, c'est sur eux que la planète compte, c'est sur eux que l'AES compte. Ils doivent savoir qu'ils sont les responsables de demain. Et c'est à nous, c'est notre responsabilité de le faire. Nous, la sagesse, nous, la vieillesse, nous, l'expérience. C'est à nous de léguer tout ça à la jeunesse. Et aussi de le léguer de la manière la plus diplomatique. Parce que la jeunesse d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Naturellement, c'est justement, j'en venais à la question. La jeunesse aujourd'hui veut tout et en même temps. Veut tout en même temps et elle est munie, très malheureusement, fort heureusement d'ailleurs, elle est munie de tous les moyens d'avancer avec l'électronique, avec l'internet, avec la technologie. La jeunesse d'hier, elle est plus saine, mais la jeunesse d'aujourd'hui, elle est plus munie des articles et des objets que je peux appeler des bombes, souvent, et des merveilles, souvent. Parce que ça dépend de comment vous les utilisez. Cette jeunesse d'aujourd'hui, elle a un point sur lequel, à partir duquel elle doit choisir. C'est à elle de choisir. Et je pense que le choix est clair, d'écouter la vieillesse et de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la productivité et dans tout simplement ce qu'on appelle, parce que notre autonomie, notre indépendance, notre souveraineté, ce n'est rien d'autre que notre manière d'accepter ce que nous sommes et de valoriser ce que nous sommes. Depuis la nuit des temps, la jeunesse est conduite et illuminée par les expériences de la. D'accord. Alors, on va poursuivre nos échanges. Il nous reste quelques minutes pour terminer cet entretien. Alors, Monsieur Traoré, vous êtes au Burkina aujourd'hui. Vous avez essayé de constater un peu l'évolution, les œuvres qui ont été présentées, les participants qui sont venus un peu dans plusieurs pays. Alors, si vous avez une suggestion à long terme pour le CIAO, pour l'amélioration justement, soit des conditions de l'artisanat, mais aussi de l'artisan, des membres de l'AES, quelles seront vos suggestions pour que le CIAO, peut-être les années à venir, puisse tenir compte aussi de tout ce qui a été comme un acquis à cette 17e édition? Okay. Donc, pour revenir surtout sur le thème, je rappelle que le thème c'est artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. Très bien. Ce thème ne doit pas être seulement un thème de CIAO, ça doit être approfondi. D'accord. L'artisanat est le seul secteur qui permet, on ne doit plus avoir de chômeurs dans le Sahel. Ces grands messieurs, ces intellectuels qui sont à la porte, ils boivent du thé, ils ne savent rien faire. Il faut les convertir. En 6 mois, être des comptables ou même être des artisans à côté des artisans. On ne doit pas chômer dans le Sahel. La reconversion des jeunes, même que c'est difficile, au lieu de chômer, il faut choisir un métier de l'artisanat, faire une formation précipitée et avoir fait, ou bien être un comptable, un conseiller, un communicateur à côté des artisans pour nous aider à nous vendre. Cette cohérence, il faut que la jeunesse le sache. Et pour que la jeunesse le sache, le thème commande aux jeunes de se méfier de leur comportement néfaste, la drogue, les existants. Et maintenant avoir la formation que vous avez pour être entrepreneur. Par la formation, il faut générer une idée novatrice, porteuse, qui peut être convertie en faisabilité d'études, de projets et finançable. Et que ce projet protège aujourd'hui l'environnement et que ça soit conforme aux aides. Mais on les invite à faire trop de sport et de loisirs pour se libérer la matière. L'une des difficultés aussi auxquelles la jeunesse est confrontée, c'est notamment la concrétisation des projets d'entreprendre. Parce que souvent, il y a des jeunes qui estiment que quand on a un projet, quand on veut les réaliser, on va vers des personnes qui peuvent nous aider, ne veulent pas nous aider. On se rend compte qu'un jour, notre projet a été réalisé par une autre personne. Est-ce que ce n'est pas ce qui décourage aussi? Ça peut avoir une partie de valeur. Je vous dis, je suis secrétaire administratif de la PCM. Souvent, les jeunes, on a fait une table ronde avec des banques au Mali le jour de l'entrepreneuriat, je ne sais pas, au Palais du Congrès. Il se trouve que les startups des jeunes ont des fonds disponibles pour financer les jeunes. Mais malheureusement, les jeunes ne maîtrisent pas leur dossier. Ils font du copier-coller. Vous avez fait un projet dans la communication. Un jeune prend ça, il ne sait pas de connaître. Or, la banque aujourd'hui, avant de te financer, t'écoute. Elle amène ce technicien, il défend ton projet.
Aujourd'hui, ce n'est pas le dossier. Hein. Le dossier, tout le monde sait que c'est du couper-couler. Mais il faut maîtriser ce que tu veux faire. Je vous le jure que la banque nous a dit, les startups de 22 ans à 40 ans, il y a des fonds pour les startups. Mais malheureusement, les jeunes qui amènent les projets ne maîtrisent pas les projets qu'ils ont dans la main. Ça, c'est du côté des jeunes. Maintenant, du côté des banques, il faut souvent, il y a aujourd'hui, avec l'avenir de l'AS, il faut vraiment avoir une politique de compréhension. Souvent, ce n'est pas tout de suite. La banque aussi doit agir dans le temps. Les jeunes sont dans leur école. Il a dit qu'ils ont des outils, mais ils ont leur manière. La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Celle d'aujourd'hui ne sera pas. Mais c'est les banques, le financier doit avoir cette faculté de comprendre et d'évoluer avec le jeune. C'est d'évoluer sa manière de financer. Son approche doit financer par rapport à l'évolution des jeunes. Mais quand vous dites vous allez demander des critères des jeunes de 2000 à des jeunes de 2024, forcément une vous différence. n'allez pas les comprendre. Et dans chaque 25 ans, la mentalité change. Alors, Cheikh, pour terminer cette émission, je vous repose certainement la même question. La jeunesse qui est confrontée à plusieurs aussi réalités, au-delà de ce qui est donné comme suggestion, comme conseil à la jeunesse, de façon pratique. Comment est-ce que les jeunes doivent s'approprier les questions qui les concernent aujourd'hui? Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a une organisation, il y a quelques années où il y a eu des organisations de jeunes, le président des jeunes de chaque pays. Je pense que les réflexions aujourd'hui sont tellement approfondies que vous pouvez vous trouver devant des jeunes qui ne sont pas jeunes, qui ne sont que jeunes en âge, mais pas en luminosité, pas en lumière, pas en connaissance de ce qui est important pour eux. Quand on vient sur ces niveaux-là où il faut que justement le projet soit parfaitement fait, il faut que les projets soient acceptés, il faut que les projets soient maîtrisés. Le jeune peut avoir un dossier que lui-même il ne maîtrise pas, effectivement. Et là, le financier, la banque, c'est compliqué de financer des choses comme ça. Bon, je pense que le doyen a tout dit par rapport à cela, tout en n'étant pas sorti du sujet. La jeunesse doit être soutenue. La jeunesse, aujourd'hui, c'est une partie de notre jeunesse qui est partie errer dans la nature pour causer ce que nous vivons aujourd'hui dans cette partie du monde qui est le Sahel, en l'occurrence le terrorisme, l'instabilité, tout ça là, c'est des jeunes. C'est des jeunes, il faut se poser la question. Il y en a une multitude de ces jeunes-là qui, effectivement, c'est parce qu'ils sont bloqués, ils ont été bloqués, qu'ils sont partis dans des choses où ils ont eu des propositions. Un jeune qui ne peut pas imaginer avoir une moto sur les 10 ans à venir, il l'a pour... S'il a une opportunité, il va saisir. Oui, c'est l'opportunité qu'il va saisir. Et à cela, je reviens à notre intuition d'artisans, d'artistes, d'hommes de la nature. Parce que nous, les artisans, nous continuons, nous restons ceux qui sont proches de la nature, proches de la matière, proches de tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Dans notre culture africaine, nous avons des pouvoirs, ça c'est clair, il faut les reconnaître. Tout celui qui ne le connaît pas, ce n'est pas un Africain. Et ces pouvoirs-là sont incarnés justement dans ces créateurs-là. Parce que tu ne peux pas... Tout ce que nous faisons là, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle génie. Nous avons des génies en nous. Nous sommes des génies en nous. Donc, par rapport à ces jeunes-là, que nous sommes en train de perdre aujourd'hui, la solution, c'est aussi de revenir à ces sages, c'est aussi de revenir à ces traditionnalistes. Moi, je suis ce que les Arabes disent Mohadram. Vous, c'est la voie du milieu. Vous êtes au milieu. Je proposerai aujourd'hui, pour nos jeunes qui sont errés, qui sont partis sur ces pratiques ignobles, je proposerai toujours à ce qu'on revienne, ça c'est traditionnel, au pouvoir de la femme, au pouvoir de la mère, à la mère tout entière. Parce que moi, je suis un Touareg. Chez moi, la femme, la constitution est là, les lois sont là, mais la femme est là. Chez moi, les Touaregs,
on fête ailleurs le 8 mars comme la journée de la femme. Chez moi, c'est 360 jours sont pour la femme. Je pense qu'on revient à la mère. On appelle toutes les mamans pour qu'elles s'organisent, pour qu'elles soient des porte-parole de la patrie, pour qu'elles appellent, elles font un cri de cœur pour que les jeunes, ces jeunes-là qui sont partis reviennent, pour que les jeunes qui sont partis se sombrer dans ces cadres de terrorisme reviennent. Parce que seule l'alarme de mère peut te faire revenir un jeune heureux ou un jeune qui a perdu ses repères. Seul le pleur, seul le cri de cœur de la mère peut te faire revenir ces enfants qui sont de l'autre côté en train de tuer ou de se mettre dans les pratiques du terrorisme. D'accord. C'est donc un conseil de sage que nous retenons justement pour mettre fin à cette émission au cœur du CIAO qui recevait Alkoussen Agchekou, qui est le président, directeur général de Nomade Artisanat et Culture, ambassadeur de la culture, voilà, culture du Niger. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à M. Mamadou Elmidi Traoré, designer et puis secrétaire administratif, président de la commission promotionnelle commerciale, Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi cette émission de bout en bout qui est revenue entre autres sur ce sujet artisanat et identité culturelle, renforcer les liens économiques et culturels pour un Sahel résilient. Nous espérons que vous avez pris plaisir à suivre cette émission. Merci justement de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres sujets d'actualité avec d'autres acteurs.